Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et bienvenue à cette nouvelle analyse de Survivor 45 aux États-Unis. Comme d'habitude, je suis accompagné de mon ami et co-animateur Chris. Salut Chris, comment ça va? Hey yo, je suis tellement jet lag là. Merci de voler ma ligne, mais Ah oui, c'est vrai, moi je suis resté au Québec avec la première tempête de neige. yes, que j'ai manqué. Il y a Oui. neigé par contre où j'étais, J'ai quand même vu de la neige. Je Eh pensais pas que ben, j'en verrais, mais j'en ai vu. alright. Mais ben oui, comme Chris le fait allusion, on est de retour. J'étais en vacances, des petites vacances que j'ai eu la chance d'avoir. Et maintenant de retour pour parler de Survivor 45. Comme on a décidé qu'on allait faire avant de tourner cet épisode-ci, ce que vous regardez en ce moment, c'est le recap des épisodes 9 et 10, donc les deux plus anciens épisodes qu'on n'a pas eu le temps de couvrir pendant mes vacances. Et prochainement, on va filmer probablement d'ici la fin de la semaine ou sinon en fin de semaine, donc qui s'en vient. On va filmer les deux prochains épisodes, donc l'épisode 11, l'épisode 12. Donc l'épisode 12 qui n'est même pas encore diffusé au moment où on se parle et au moment où ça va être mis en ligne sur YouTube ou sur les plateformes de balado, évidemment. Donc, on va splitter un petit peu tout ça en deux pour que ce soit moins long pour nous à faire, moins long pour vous à écouter et au final qu'on ait tout le même contenu de la même qualité comme vous vous attendez puis comme on aime faire. Yes. Tout juste avant la finale. Oui, Donc, si nos calculs sont bons, ça devrait être, après tout ça, ça devrait être la finale. Donc, exact. Après ça, il va nous, ouais, comme tu dis, il va nous rester l'épisode de la finale. Puis on va avoir fini Survivor 45 qui est encore, moi je te le dis, c'est une bonne saison. Je suis quand même vraiment satisfait de ce qu'on a à date avec 45. yeah. J'avais beaucoup de réticence en entrée de jeu, mais au final, plus de bons que de mauvais épisodes. Ouais, d'aplomb. Puis je pense que le monde y joue. Le format de 90 minutes, pour moi, c'est une grosse réussite. Euh, puis j'ai l'impression je remarque même pas que c'est 90 minutes tellement ça Ouais. flot naturellement, je trouve. Je sais pas ce que tu en penses. Je le sens plus tant que ça. Il y a des épisodes, comme j'ai mentionné dans le Ouais. podcast ici présent, il y a des épisodes que j'ai trouvé trop longs parce que je trouvais qu'il se passait rien et c'était pas si bon que ça. Mhm. Mais overall, moi aussi, je suis d'accord que le 90 minutes se fait bien. Considérant que je l'écoute pas en live à la télé là, directement, là, comme je Ouais. l'écoute après. Là, fait que j'ai quand même des pubs, mais je pense un petit peu moins que si je l'avais écouté en live. Ouais, je pense qu'en live, le rythme est peut-être un petit peu plus brisé que quand tu Ouais, l'écoutes. Moi, ce que je fais, c'est ça que doit je être l'écoute sur long. Elix. Je fais juste skipper les pubs. Ah, moi, je peux pas skipper les pubs. Nah. Hmm. Mais donc, oui, donc là, on va se concentrer, comme on l'a dit, sur les épisodes 9 et 10. Puis, c'est ça. Fait qu'après ça, on se tient au courant pour les prochains épisodes. Donc, Yeah. épisode 9 et 10. Oui, vas-y, Chris. Oui, ben j'allais juste dire, ça se peut que ce soit plus short and sweet qu'habituellement, vu que c'est deux épisodes, que ça fait quand même un bout. Ouais, Fait que si jamais il y a des moments ou des moves, peu importe, des choses qui vous intéressent, qu'on n'a pas couvert, laissez-nous les savoir. Puis on va y revenir dessus au prochain épisode double. ouais, bien sûr, on pourra prendre un petit Euh, segment pour couvrir au cas où ce qu'on a manqué. exact. On est toujours là pour bien vous entendre. Donc, c'est le moment que si vous ne les avez pas vus, ben c'est le temps. Si vous ne les avez pas vus, vous êtes 3 semaines en retard. Euh, mais on était en vacances. Fait que nous autres ici, on est 3 semaines en retard. Ouais, j'ai réussi à trouver un moyen d'écouter les épisodes malgré que j'étais pas au pays. Puis, pour vrai, je pensais pas que ça serait si facile, mais je me suis débrouillé puis j'ai pu les écouter. Mais bon, ils sont un peu loin dans mon cerveau puis j'ai beaucoup de souvenirs qui se sont rachetés par-dessus ça. Fait que, disons qu'on va faire de notre mieux. Mais, Yeah. ouais, fait qu'on a bien hâte de parler de ça. Mais comme Chris l'a dit, c'est le moment de quitter si vous avez pas vu les épisodes et que vous voulez pas vous faire spoiler. Parce qu'à partir de maintenant, on se permet de tout dire. Euh, et donc, commençons avec l'épisode 9 et la première personne éliminée donc des épisodes qu'on n'a pas eu le temps de couvrir.
Et ça va nous permettre aussi de donner une petite update sur le classement de notre draft que j'ai mis à jour. Vous allez pouvoir voir le score en haut de l'écran, comme d'habitude, quand on va en parler. Donc, la personne éliminée cette semaine, Chris, veux-tu nous dire qui elle est? Allez, pour l'épisode 9. Yes, pour l'épisode 9, on a donc Kendra qui a été éliminée par un vote de 6-1. Bien évidemment, son vote à elle. Et c'était le seul vote qui n'était pas sur elle. Mais le 6-1, c'est weird parce qu'il y a plus de joueurs que ça. Ben ça, on en avait parlé avant, puis j'ai hâte qu'on en parle. On avait 3 personnes, théoriquement, dans l'épisode qui perdaient leur vote, qu'on avait vu en preview. Ouais. Donc, c'est pour ça ici qu'on a 7 votes au lieu de 9, parce qu'il y a 2 personnes qui n'ont pas regagné leur vote. Exact. Donc, avec son élimination, Kendra faisait partie de votre équipe, à vous, le public, votre tribu. Et son élimination vous donne donc 10 points. Donc, ça se rajoute à votre score original qui était de... vous aviez 10 points auparavant d'accumuler et là, vous tombez à 20 points. Donc, ça nous amène, moi, 22 points. Vous avez 20 points et Chris en a 12. Damn. Je suis loin derrière. 13, pardon, j'avais oublié. Ah, ok. C'est moins pire. Ouais, 13. C'est moins pire de 1. C'est juste, j'avais oublié Anna avec le 1 à côté. Le first boot. Yes! First quit, first boot. Yes. Donc, Kendra qui est éliminé par un vote de 6-1. On peut en profiter tout de suite pour parler un peu de Kendra et de son jeu. Yep. Kendra qui, je sais pas pour toi, mais moi en début de saison, était vraiment pas quelqu'un qui me parlait dans sa vision par rapport au jeu, autant dans la manière dont je pensais qu'elle allait jouer le jeu, puis sa personnalité qui, moi, quand je suis assez terre à terre pour ces choses-là, fait que moi, quand ça se met à me parler des signes astrologiques, puis que c'est ça qui va un peu guider ta game, je suis comme... Je vais jamais dire aux gens comment vivre leur vie puis quoi penser, puis si ça les aide à être des bonnes personnes, you go Glen Coco. Mais c'est genre pas c'est pas ça que moi je recherche dans un joueur ou une joueuse de Survivor pour me dire ah oui, cette personne-là va avoir du succès dans le jeu. Yeah, pour moi aussi, Kendra, c'était pas ma joueuse préférée en début. Après ça, je l'ai trouvée moins pire, mais elle s'est surtout effacée. Ouais. Puis quand que le merge hit, je trouvais que bon, on en a déjà parlé un peu avec le swap avant le merge, où elle semblait pas être alerte et proactive avec tout ce qui se passait. Ouais. Puis ça a pas mal été ça le reste de sa game. En note ici, surtout dans cet épisode-là, malheureusement pour Kendra, je résume sa game comme un peu un désillusionnement de comment ça fonctionne, Survivor. Elle était souvent menée par ses émotions, puis elle faisait juste suivre le train sans prendre de réelles décisions tout le long. Ouais. C'est ce qu'on a vu, en tout cas, c'est ce que j'ai senti pour ma part. Fait que je pense que dans son cas, elle, la game allait peut-être trop vite pour qu'elle puisse suivre puis bien donner son avis. Ben, c'est ça, moi, la manière que comme j'ai évalué Kendra maintenant qu'elle est éliminée, je pense, niveau personnage, elle m'a beaucoup plus parlé que je pensais qu'elle me parlerait. J'ai trouvé quand même plus drôle, elle avait des bons moments, elle a quand même été un personnage qui donnait plus que je pensais qu'elle donnerait initialement. Par contre, stratégiquement, c'était pas mal ce que j'avais en tête, ou comme tu l'as dit, une joueuse assez passive, une joueuse qui se contente de suivre le groupe, puis suivre un peu ce que les gens vont lui dire. Elle a pris des décisions, elle a quand même essayé d'amener certaines idées, mais souvent, ça se rabattait à qu'est-ce qu'on... Tu sais, c'est quoi la dernière conversation que j'ai eue avec ma gang, puis, tu sais, je vais y aller là-dessus. C'est pas le genre... Kendra est pas le genre de joueuse que j'imaginais aller rogue, puis partir, puis trahir son alliance pour aller voir d'autres mondes, puis améliorer sa position dans le jeu en faisant ça, tu sais. Fait que...
c'est malheureusement, je pense pas le style de jeu qui, en 2023, fonctionne nécessairement. Non, Surtout quand t'es dans un groupe qui est si dysfonctionnel que les Bleus l'étaient. exact. Tu restes fidèle à ça, mais ça s'entretue pendant que toi, t'es comme. Come Mais on on, est. guys, on peut tous s'aimer. Ouais, c'est ça, on est tous des amis. Kumbaya! Plus tu t'en vas de bord, puis il y a juste Jake qui est comme ah, on peut sortir Kendra, c'est correct. Euh, mais c'est ça. Fait que c'est pas mal ça pour Kendra, pour moi. Mhm. Euh, j'ai pas grand-chose de plus à dire sur elle. Ah, Non, déjà, non plus. ça fait pas mal le tour. Euh, est-ce qu'on parle déjà de l'éléphant dans l'épisode qui est La twist. la twist de perdre 3 votes? Ben oui, on peut. Je pense que veut pas, parler de ça va nous permettre de parler quand même de beaucoup des choses de l'épisode parce que veut pas toute la stratégie, tout ce qui s'est passé après le challenge d'immunité découle de cette twist là. Fait Yeah. que oui, je pense que oui, on peut clairement en parler. Yes, donc challenge d'immunité et de reward en même temps, Ouais. où les gens doivent se diviser en trios, donc sont 9, ils doivent faire 3 trios de 3. C'est qu'ils reçoivent comme instruction par la poste. Puis, avec la tribe, mais surtout Drew propose de faire des teams, un homme et une femme considérés plus fortes, puis une autre personne qui peut-être moins forte physiquement et tout, pour essayer de balance tout ça. Donc, ça donne les trios de Drew D. Jake, de Julie Bruce Kendra et de Austin Emily Katura. Et donc, fameux challenge qui se fait en plusieurs étapes où il y a des éliminations à chaque étape. Mais là, la twist, c'est que la première équipe éliminée, donc à la première étape, les 3 personnes se retrouvent à perdre leur vote et à devoir faire un trekking plus tard pour peut-être regagner leur vote. Fun. C'est ça. Amazing. Du Yes. beau game design. Oui. Au dernier podcast, on a déjà parlé beaucoup de tout ce tralala de perdre son vote à chaque épisode ou presque. Mhm. Et là, on a 3 votes en même temps. Mais ils ont la possibilité de leur gagner. Ben, honnêtement, c'est la seule chose qui sauve cette twist-là un peu dans mon estime, et même là. Ouais, ish. C'est comme. C'est ça. J'ai l'impression que ça aurait peut-être dû être un choix à la place. Oui. C'est surtout ça qui me dérange, c'est qu'il te force à perdre ton vote. 3 personnes perdent leur vote dans un moment crucial qui est 9 personnes. Ouais, c'est comme encore un moment dans la game où il peut avoir. Où, tu sais, des fois, t'as des votes qui sont ultra pivots dans la direction que la saison va prendre. Puis c'est le genre de vote comme ça que en créant plein de variables intangibles, ben tu causes le risque que les joueurs et les joueuses se tournent vers la solution facile. Mhm. En mettant plein de bâtons dans les roues aux joueurs, accidentellement. Tu sais, comme, oui, ça crée des choses qui sont. Ça crée des scénarios qui sont chocs, parce que les joueurs sont comme, oh my god, une twist, qu'est-ce qu'on va faire? Mais la conséquence après sous-jacente de ça, c'est que les joueurs, prenant conscience qu'il y a full de points d'interrogation dans leur game, vont pas aller courir vers les moves dangereux. Au contraire, ils vont aller se retrancher vers ce qui est safe, vers les votes faciles, vers ce qu'ils savent qu'ils peuvent réaliser malgré les shenanigans de la production. Fait que Yeah. dans un vote là comme le Final 9 où tu as une alliance de 4 avec des joueurs qui sont un peu en bordure de cette alliance-là, tu as Katura qui est comme un peu une agente double, tu as Emily qui est proche de Drew puis d'Austin, mais moins de Dee puis de Julie, puis tu as les autres bleus qui essaient de semi-survivre / s'entretuer.
t'as des dynamiques là pour qu'il se passe quelque chose ou qu'il y ait peut-être justement une Emily qui se rend compte de comme oh my god, je suis peut-être pas dans une position incroyable tant que Dee, Julie sont là puis un peu m'enlèvent de la priorité dans la game de Austin et Drew. Ben là, elle a les mains complètement liées parce que ben on va l'apprendre, elle a perdu son vote, puis fait qu'elle peut rien faire. Puis 2, les alliés potentiels avec qui elle aurait pu faire affaire pour ça ont potentiellement perdu leur vote aussi. Fait qu'un vote comme le Final Line où une majorité de 5-4 aurait pu se faire, exemple, pour renverser la situation des 4 rouges qui, pour l'instant, déciment les bleus qui s'entretuent plus qu'autre chose. Tu jettes ça au vidange complètement. C'est ça. Ça revient à donne de l'agentivité à tes joueurs, puis c'est eux qui vont prendre une décision ou une mauvaise décision. T'sais. Est-ce qu'ils veulent être dans le mindset de je veux jouer, je veux avoir des avantages pour m'aider, ou je suis mal pris, je veux avoir des avantages pour m'aider, ou je veux pas risquer mon vote parce que c'est important ce soir, parce que c'est ce soir qu'on peut renverser la vapeur puis arrêter de se faire pick out par 4 personnes depuis le début du merge, tu sais. C'est ça. Après ça, d'envoyer les 3 premières personnes qui perdent en tracking, leur donnant la possibilité d'avoir un avantage, c'est peut-être contre-intuitif de hey, on a perdu le challenge, mais on a une possibilité de gagner un avantage ou de perdre notre vote si on joue. C'est un peu weird aussi, mais je pense qu'il y a de quoi de mieux qui aurait pu être fait. Surtout que c'était su par tout le monde, tu sais, que les 3 personnes avaient perdu leur vote. Ce qui n'était pas su, c'est par après au tracking, est-ce qu'ils avaient réussi à regagner leur vote? Ben, ça a donné que 2 personnes sur 3, non. Parce que avec autant peu de ressources, peu de nourriture, peu d'énergie, leur font faire un problème mathématique avec un timer qui fait paniquer 2 personnes, les 3 personnes en fait, presque. Là. Puis, on s'entend, je sais pas pour toi, moi, j'ai pas trouvé ça intéressant à regarder, là. Genre, non. C'était pas un segment qui était... C'était pas désagréable, mais c'était pas, genre, pertinent. Tu sais, ça m'a pas donné envie d'en voir plus, là. Moi, j'étais comme... Ok, on est... voir 3 personnes résoudre des problèmes de maths, c'est pas nécessairement la raison pourquoi j'écoute Survivor, tu sais, je veux dire... Puis, il y a une personne qui est comme tu disais tantôt avec les twists, puis ça, puis la gentilité, je suis comme, laissez donc les joueurs jouer au jeu plutôt que d'essayer de faire jouer, de jouer les joueurs avec des twists dans le jeu, tu sais, comme, laissez-les. Comme, les règles du jeu sont déjà assez malléables pour leur permettre de créer des moments télé divertissants, tu sais, le fondement de la game est suffisant pour avoir créé 40 quelques saisons fantastiques à différents niveaux de degré, de qualité, mais quand même, un show qui est capable de survivre pendant 40 quelques saisons, c'est parce que sa structure de jeu est bonne. Mais là, quand tu commences à polluer tout ça avec plein d'affaires qui n'ont pas nécessairement rapport, la question se demande de est-ce que les joueurs ont vraiment la marge de manœuvre de jouer? Puis, dans les twists comme ça, comme celui de cet épisode-là, malheureusement, pour moi, j'ai le feeling que ça, c'est un pas dans la mauvaise direction. Est-ce que ça a ruiné l'épisode? Non. Est-ce que ça a ruiné la saison? Absolument pas. Est-ce que c'est grave? Non. Mais, comme je disais il y a peut-être 5 minutes, ça force un peu la main des gens de y aller vers l'option la plus safe possible. C'est pas une twist de même qui va amener les joueurs à repenser leur game et faire le move du siècle. Fait que, puis ça avantage généralement, les twists de même ont généralement avantage les groupes qui sont déjà en pouvoir. Yeah.
Parce que même si, si on avait Austin qui avait perdu son vote, mais disons qu'on avait eu par hasard 3 personnes du quatuor qui est en bonne position, qui perdent leur vote. Après ça, ils s'en vont faire un tracking. C'est quand même, hypothétiquement, tu sais pas si, c'est comme, tu sais pas s'ils regagnent leur vote ou pas. Fait que c'est comme plein de questionnements que ça va pas te pousser à faire comme OK, c'est peut-être le temps de faire un move parce qu'ils ont peut-être pas de vote, mais ça peut backfire tellement plus fort contre toi puis te mettre dans une pire position que tu l'es. Fait que. Mais oui, mais bref. Pour conclure un peu ça, je pense que j'ai juste trouvé ça pas nécessaire. Mais par contre, est-ce que c'était offensant? Est-ce que c'était si mauvais au point où j'étais désespéré? Non. Mais honnêtement, on aurait pu avoir un vote de Final 9 bien normal. Puis je pense que Yeah. le résultat du vote aurait été plus divertissant que ce qu'ils ont essayé de forcer avec une twist qui, au final, a aucunement changé la trajectoire du vote pour un moment télé qui était même pas si divertissant que ça. Je parle vraiment de la séquence du tracking avec le défi des calculs. Je pense que le moment le plus intéressant de ce segment-là, c'était Emily qui parlait de comme le monde qui pense qu'elle va être bonne en maths mentale parce qu'elle est dans les finances. C'était à peu près ça. Là. Mm-hmm. C'était elle qui paniquait. Ouais. C'est ça. Mais pour revenir au challenge, au final, on a eu un deuxième duel consécutif de Julie et de Bruce qui s'est conclu de la même façon avec Bruce qui emporte une seconde fois le collier d'immunité. Donc Bruce qui est la cible depuis un moment. Hein, on l'a vu beaucoup en début d'épisode. Une réflexion sur lui-même parce que il y a eu des commentaires sur comment il avait été perçu avec le départ de Kelly. Puis les gens ont dit qu'elle avait dit qu'il était overbearing, fait qu'il était impoliment overpowering, qui descendait les idées des autres, puis ça le faisait chier parce qu'au final, c'est pas de même qui est, puis la game a fait ressortir un côté qui ne voudrait pas continuer dans cette lignée-là. Mm-hmm. Puis j'étais content pour une fois que la saison 45 dunk pas sur Bruce Ouais. pendant 5 minutes, qu'on puisse voir Bruce être une personne autre qu'un personnage comique de la saison. Puis Ouais, je suis d'accord. j'ai aimé ça. Ouais, je pense que c'était l'épisode le plus positif pour Bruce cette saison. C'est de montrer un côté un peu plus down to earth, un petit peu plus justement plus tridimensionnel que juste le gag ambulant qui était cette saison à date. Puis, tu sais, je pense que de le présenter comme ça, au final, rend son histoire plus intéressante un peu, puis vient rajouter quelque chose au lieu de juste faire comme bon, Bruce est pas très bon, Bruce gosse tout le monde, un moment donné il va se faire éliminer, puis ça va être ça. T'sais, là, c'est comme ok. Je me suis attaché finalement à Bruce dans cet épisode-là, puis j'étais comme ok. S'il est capable de faire de prendre ces informations-là, puis d'en faire de quoi, il y a peut-être une trajectoire d'amélioration possible. Mm-hmm. Mais. Je pense que c'est un peu trop tard. Tu Ouais. te frôler un peu le sujet plus tôt, mais tu as Jake qui s'est fait des ennemis d'un peu tout le monde. Tu as Katura qui est rendu un peu du côté des rouges. Justement, il y a des discussions entre les bleus que Katura n'hésite pas puis va leak de l'information vers des gens comme Julie. Fait que pour Bruce, je pense que c'était un petit peu trop tard. Ses alliés plus proches Mm-hmm. sont un peu tous décousus dans leur gameplay. Là. Exact. Mais tu sais, je me suis dit, il aurait pu encore avoir l'opportunité, mais c'est que là, il commence à manquer de plus en plus de temps pour essayer de faire de quoi sur envers les rouges. Mais comme je l'ai dit par rapport à la twist, là, le fait que il y a beaucoup d'incertitudes sur le nombre de votes qu'il pourrait avoir,
ça fait en sorte que c'est très, très, très difficile de planifier un plan pour, exemple, renverser la vapeur pour les joueurs qui sont dans le bottom. Et ça nuit aussi indirectement euh, à Bruce, qui, même si oui, est immunisé, donc n'a pas vraiment à stresser à ce conseil de tribu-là, peut pas non plus, a quand même les mains liées quant au fait que sa situation pourrait s'améliorer sur le long terme par rapport aux dynamiques de Tribe dans la tribu fusionnée. Ouais, puis c'est genre juste dans cet épisode-là qu'il mentionne qu'il n'y a plus d'alliance de Tribe. Mm-hmm. C'est juste comme d'où ça fait depuis le merge là, que votre alliance fonctionne pas. Là. Ouais. Bref. Petite mention de la discussion du pré-challenge de diviser en groupe de 3. Il y a de quoi qui est important qui est arrivé, que le quatuor était un peu fébrile à on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Fait que Austin a donc donné une de ses idoles d'immunité à Julie à ce moment-là, au cas où qu'ils soient séparés, des choses comme ça, pour pas qu'ils s'attaquent à elle. Puis ça va devenir important plus tard, mais je voulais juste mais c'est un bon point de mentionner mentionner. que c'était arrivé. Ah, les joueurs qui ont deux idoles et mal joué avec leurs deux idoles. Sérieux, je pense qu'avoir deux idoles, c'est une des pires positions que tu peux avoir dans Survivor. Parce que tout le monde qui ont fini avec deux idoles ou presque font n'importe quoi avec. Ben, c'est que tu as beaucoup de pouvoir, mais c'est comme quand est-ce que tu l'utilises, puis là, après ça, tu finis par souvent l'utiliser une pour aider ton alliance, mais après ça, est-ce que ça a backfire ou pas? Ouais. À voir. Mais dans les discussions intéressantes qui mènent au Tribal, avant le Tribal, on a Kendra qui tente le terrain avec Julie. Et Julie, je pense, c'est pas la première fois qu'elle le fait cette saison-ci. Puis en fait, depuis le merge. Ouais. Puis elle dit qu'elle est un peu dans le bottom de son équipe, de son alliance, pour gagner un peu de confiance envers d'autres gens qui tentent le terrain. Donc Kendra ici. Puis Julie le fait dans des épisodes futurs. Là. On pourra y revenir au prochain épisode double. Mais qu'est-ce que tu penses, toi, de cette approche de Julie de jouer un peu sur ceux qui sont out of the loop puis qui tentent le terrain pour voir s'il y a des plays possibles? Ben, je pense que si elle est capable de le faire subtilement, ça peut être tu sais, à créer des inroads ou des chemins potentiels pour elle qu'elle puisse prendre pour se donner des possibilités une fois que les rouges pètent s'ils sont pour péter avant le Final 4, ce qui est possible, tu sais, je veux dire, il y a tout le temps une possibilité pour qu'une alliance aussi solide qu'elle peut être un moment donné se fractionne parce que même si t'aimes beaucoup ces gens-là puis que ça devient quasiment une famille pour toi, l'appel de la victoire pour certains et certaines est plus grand que ça, puis c'est correct, c'est normal, c'est ça le jeu. Puis c'est ça qui le rend intéressant à regarder aussi. Sinon, ce serait tout le temps la même. Ce serait une alliance qui domine à chaque fois, puis qu'on a à peu près le même résultat plate à chaque fois. Fait que, tu sais, c'est pour moi quelque chose qui est intéressant pour Julie, au sens où si elle projette un peu l'idée qu'elle est au bas du quatuor, ben c'est vers elle que les gens vont se tourner quand ils vont vouloir faire un move, et ce qui la positionne donc comme étant la joueuse pivot, tout en étant non plus pas nécessairement, tout en ayant quand même le pied, pour l'instant, strictement planté avec les rouges puis cette alliance-là. Mais au cas où il y a de quoi qui se fait plus tard, ben, ça pourrait lui donner l'opportunité d'être celle qui tire en premier vers ses collègues des rouges, si rébellion il y a. J'ai pas l'impression qu'à ce stade-ci, Julie pense à s'attaquer en alliance, mais on voit déjà que ça paye off juste par comment qu'elle discute avec les autres. Il y a Katara qui vient facilement lui donner de l'information. Il y a Bruce dans l'autre épisode également. Fait comme
il y a beaucoup d'informations qui se rendent à Julie par son move subtil ici de Ouais. Hey, je me sens pas top dans mon alliance, fait que je Ouais. serais peut-être intéressé à faire autre chose. C'est déjà qu'on a, de l'autre côté, on a Emily qui tente le terrain avec Drew et Austin au niveau du danger qu'est Dee. De faire comme, je pense qu'elle gagne à la fin, et puis les gars sont d'accord, mais ils sont pas très réceptifs à l'éliminer tout de suite s'ils veulent l'éliminer. Ouais. Puis je pense que pour l'instant, pour les rouges, c'était pas le bon moment encore de se tourner un contre Non. les autres. Là, je pense que, surtout avec à quel point il y a des fractures dans le groupe des bleus, il y avait encore, pour moi, le temps avant de se cannibaliser. Je pense qu'ils vont devoir le faire parce qu'il y a clairement des gens qui gagneront pas dans ce quatuor-là s'ils se rendent à la fin avec les autres. Mais, euh, en effet, je pense que pour l'instant, c'était la bonne idée de quand même ne pas s'auto-cannibaliser tout de suite. Par contre, la manière dont ça s'est fait, ben, c'est un peu là où on voit le défaut dans la game de ce quatuor-là potentiel, c'est que ils mettent leurs mains dans beaucoup de pots de miel en même temps. Puis là, les gens commencent à... Puis t'as des gens qui, après ça, prennent des décisions, que ce soit Dee, que ce soit Austin. Puis là, quand vient le temps de comme mettre en action un plan ou changer le plan qui était prévu, comme là on a pu voir avec le fait de sortir Kendra, que c'était vraiment Dee qui poussait là-dessus parce que Kendra l'avait mentionné comme étant une cible. Mais tu sais, ça frustre Emily qui, elle, s'était fait dire Jake tout le long. Puis là, finalement, whoopalaï, c'est Kendra qui fait pas affaire avec qui fait pas son affaire. Même chose pour Julie qui, elle aussi, souhaitait que ce soit Jake qui parte. Puis là, elle se fait Exact. imposer un peu le fait que finalement ce soit Kendra. C'est surtout que Julie, elle a travaillé Bruce puis Kendra vers Jake. Puis elle sentait qu'il était réceptif à faire ce move-là, puis que ça allait être plus simple de faire ça. Mais c'est vraiment Dee qui voulait Jake, puis c'est comme tu as dit, Emily, elle comprenait même pas le vote contre Kendra. Elle était comme il y a des cibles plus grandes que ça en ce moment. Mhm. En omettant Bruce parce que là, il était protégé. Mais Ouais. je pense qu'on a pu voir un petit peu le petit côté d'Emily du début de la saison qui est ressorti avec sa frustration de comme yo, vous jouez pas comme il faut, puis elle voulait avoir le contrôle de ce vote-là, puis elle n'arrivait pas à l'avoir. Mhm. Mais ça l'a pas trop débordé, fait que je pense pas que ça l'a froissé ses Non. alliés. Là. Non. Puis à la limite, c'est comme la manière que je le vois, ça peut un peu mettre la pression sur Drew et Austin de comme commencer à réfléchir à OK, quelle direction on veut réellement prendre avec notre game, avec nos alliances, avec les différentes personnes avec qui on a des conversations ou avec qui on est alliés. Fait que, non, j'ai pas trouvé que c'était. Pardon, j'ai pas trouvé que c'était trop non plus in your face ou problématique de la manière où ça pourrait nuire à sa game, à Emily, de revenir un peu à ses anciennes habitudes. Mais est-ce que c'est pas un peu par ces moments-là que les rouges pourraient imploser? Moi, c'est surtout ça que je me demande. Puis c'est parce que un moment donné, ils vont venir à la réalisation que il y a une hiérarchie dans le groupe. Pas nécessairement une hiérarchie en termes de comme qui est au top, qui est au bas de l'alliance, mais une hiérarchie des intentions de vote de la part du jury. Il y a des joueurs dans le quatuor qui ont plus de chances que d'autres, probablement. Ben, en fait, assurément. La question, c'est de savoir qui. Puis je pense qu'il y en a pour certains pour qui, dans ce groupe-là, il va falloir qu'ils prennent des actions bientôt s'ils veulent pas se retrouver comme un Zero Vote finaliste ou comme justement comme deuxième. S'ils souhaitent gagner, il va falloir qu'ils commencent à réfléchir à qu'est-ce qui est le meilleur chemin pour la fin de la game. Qui a porté à la fin. Exact. Puis qui peut être des bons joueurs à utiliser pour t'amener à la fin sans nécessairement les amener à la fin aussi. Yeah. Fait que pour moi, ça fait pas mal le tour de Ouais. ce que j'avais. T'sais.
On peut aller rapidement sur le Tribal Council. Donc, on a des grosses réactions de Caleb et Kelly qui voient Bruce avec un collier encore. Ouais. Puis, il y a Caleb qui shoot une petite stats qui dit que Bruce a été safe 16 jours sur 17, ce qui est quand même très impressionnant. Ouais. C'est considérant que son équipe n'a jamais été en Tribal, puis ainsi de suite, puis après ça, les colliers. Donc, ouais, Margit que Bruce est l'ennemi numéro 1 de Katura depuis Day One. Il est tout le temps safe, ou presque. Ouais. Donc, elle n'a pas la chance de le sortir. Sinon, il y a beaucoup de discussions autour du gros blindside de Kelly. Puis on voit que Kelly est encore piste par rapport à ça. Puis je me sentais mal pour elle, mais en même temps, comme tu l'as dit, ça faisait longtemps qu'on avait vu quelqu'un sortir piste. Puis c'est quand même le fun pour le bien du show, là, pas pour le mal qu'elle ressent. Là. C'est pas ça que je c'est ça. Il souhaite pas d'être triste, d'être déçu, d'être fâché. Non, veux pas, par contre, moi, je le spin un peu positif. C'est le fun de voir les gens qui care pour le jeu puis qui souhaitent jouer pour gagner et non jouer pour pas perdre. C'est ça, c'est pas juste Kumbaya, well played, bye à la prochaine, les amours. Ouais. C'est goddamn, genre, je pensais que j'étais mieux placé que ça. Ouais, ça, je pensais que je me rendais jusqu'à la fin, puis c'est pas le cas. Puis on m'a menti, on m'a joué dans le dos, puis ça fait mal, puis je le montre. C'est pas genre. C'est correct de vouloir, de pas le montrer, puis c'est correct de pas démontrer frustration si frustration il y a, mais je pense que ça peut être sain de le montrer aussi quand t'es déçu, quand t'es fâché, quand t'es. Puis dans un contexte de jeu comme ça, mais ça peut peut-être faire ressortir les passions des autres joueurs aussi. Je pense que si Kelly avait été all good, ami, chumé avec tout le monde, la réaction de Kendra, la réaction de Bruce le lendemain, tout ça, aurait peut-être été moins tough. Parce que justement, le fait qu'elle soit fâchée, ça montre à quel point elle voulait être là, ça montre à quel point elle s'y attendait pas, puis à quel point ça fait mal. Fait que ça comme. Ça joue dans ta tête, c'est dans la tête des autres. Je sais pas. Yeah. Ben, c'est les réactions authentiques là, qui permettent au jeu d'avancer. On a parlé beaucoup de décisions émotionnelles durant cette saison-ci, durant le podcast. Puis, c'est des réactions de même qui font que, comme tu dis, on a des réactions émotionnelles face à ça. Sinon, il y a eu beaucoup de discussions sur l'avantage / le désavantage de gagner le collier d'immunité durant les challenges. Oui, tu es safe, mais tu deviens une cible. C'était beaucoup ça, les discussions. Discussions qu'on a eues quand même souvent, qu'on a à chaque saison presque. Comme tu veux gagner pour être safe, mais tu veux pas trop gagner, mais si tu gagnes tout, tu peux te rendre plus loin. C'est comme la lame à double tranchant. Là, ouais. Mais bon, j'ai pas rien à racheter de plus là-dessus. Là. Ben, c'est ça. C'est ça. Ils ont pas mal dit ce qu'on sait déjà sur le sujet. Puis Bruce devient une cible plus grande parce que là, il gagne 2 unités, mais en même temps, il serait parti ici. Ouais, c'est ça. Oui, il y avait son idole pour le protéger, mais maintenant, il serait parti pareil. Comme, les gens veulent juste le sortir depuis le début du merge. Puis même avant ça. Fait que... Voilà. Fait que ça fait pas mal le tour de l'épisode 9. On peut embarquer sur épisode 10. Encore une fois, si vous n'avez pas vu l'épisode 10, allez le voir parce qu'on va divulgacher lui aussi. Et veux-tu nous dire qui est éliminé? Oui, donc pour l'épisode 10, la personne éliminée, c'est le punching bag des monteurs de la saison. C'est Bruce qui est parti lors de l'épisode 10. Et donc, pour nos stats, Bruce était dans l'équipe de Chris. Et son élimination à l'épisode 10 te récolte un beau 11 points. Ce qui t'amène à un total de 24 points. Ouh.
Donc, récapitulatif, je suis à 22 points, tu es à 24 points, et en date de l'épisode 10, le public, vous êtes à 20 points. Donc, c'est très, très, très serré, tout ça. Et je pense que ça va donner une très excitante fin de saison pour nos prédictions de saison. Yes. Donc, vote de Bruce, un peu plus compliqué ici. Ça a été un vote 4-3-1. Et on parlait de l'idole de Bruce. Ben, Bruce a justement pas joué son idole. Grâce au gros travail d'Emily. Ouais, incroyable travail d'Emily là-dessus. Incroyable travail d'Emily. Mais avant de sauter sur Emily, parlons un peu de Bruce. On en a quand même parlé beaucoup, hein, le bouc émissaire des monteurs et de Katura tout le long. Bruce, je pense qu'il a tué sa propre game à chaque relation qu'il avait. Ouais. Ben, je pense que malheureusement, on a vu cette saison-ci un peu le contraire de ce qu'on avait espoir avec Bruce. T'sais, moi, j'avais espoir de... Tu sais, j'étais comme, il a tellement créé des belles relations. Il semblait avoir créé tellement des relations importantes en très peu de temps avec les Mauves de la saison 44. Le peu qu'on l'a vu, il me semble avoir une bonne tête sur les épaules. Puis j'y enlève pas ça, évidemment pas, après Survivor 45. Mais à le voir jouer, Drunk Uncle Bruce, t'étais drunk sur un temps, là. Genre, quand il disait qu'il allait jouer comme un Drunk Uncle, je m'attendais pas à ce que ce soit autant que ça. Là. Ouais. Mais c'est sûr qu'il a adopté un style de jeu plus vieille génération de Survivor qui aurait potentiellement marché dans des saisons différentes avec moins de twists, moins rapides, des plus grosses équipes avec 2 tribus au lieu de 3, des choses comme ça. Mais dans ce cas-ci, Bruce a été souvent plus un irritant que d'autres choses, même pour Kelly qui tentait si bien que mal de le garder en vie puisqu'elle avait besoin de son ombre, mais finalement, ça a été un peu son downfall. Mais tout de même, Bruce, on a pu le voir sous un autre œil à l'épisode précédent, heureusement. Ouais. Mais ici, il s'est fait bien avoir par Emily qui a si bien fait les choses. Ouais. Et ça permet. Le monde s'attendait à avoir un flush-out d'idole. C'est pour ça que ça a été autant divisé dans les votes. Mais il n'a pas joué son idole parce qu'il se sentait en confiance grâce à lui. Ouais, exact. Donc, comme tu l'as dit, Emily a fait un plan assez élaboré pour donner l'impression à Bruce que la cible était en fait Julie et que il allait utiliser le fait que d'utiliser la potentielle crack dans les rouges ou utiliser le potentiel fait que là ils ont plus de votes que je pense ou c'était quoi, c'était 4-4 une affaire de même, mais qu'avec son idole il allait pouvoir s'assurer de non, c'était quoi, c'est qu'il avait convaincu quelqu'un de flip contre Julie, c'était ça? Bruce? Ouais, ben c'était quoi le plan, je me rappelle pas des tous les détails, comme je dis ça fait vraiment longtemps que j'ai écouté l'épisode, mais le plan de Bruce, le plan pour sortir Julie qu'ils ont vendu à Bruce pour qu'il joue pas son idole. Ben, pour commencer, Emily, elle a utilisé de la vraie information qui était que Julie était pas de son bord. Ouais. Parce que je pense qu'il y avait une bonne relation entre les deux. Pour revenir à Julie, comme qu'on parlait plus tôt, ben c'est ça, elle a pu avoir des bonnes relations avec les gens. Ouais. Fait qu'en utilisant ça, ça l'a comme bouleversé un peu Bruce. Mais le plan de Bruce, c'était de mentir qu'il avait donné son idole à Kelly. Ah oui. Puis il l'a dit à Katura. Puis après ça, a dit que c'était une blague pour savoir son acting était comment. Puis il l'a dit à Jake, puis il savait que Jake allait spill the beans avec les rouges pour que ça se répande, puis que ça fasse en sorte que ça paraisse comme s'il n'y avait pas d'idole qu'il avait donné à Kelly, puis qu'elle avait été vote out avec son idole dans les poches.
Mhm. Euh, Fait qu'à la base, c'est ça. Ouais. Puis, puis c'était comme le plan d'Emily, c'était de mettre tout leur vote sur Julie pour pousser que c'était elle la cible, faire en sorte de mettre Bruce en confiance pour ne pas qu'il joue son idole sur lui-même. Puis dans le pire des cas, ben, soit qu'ils mettaient réellement leur vote sur Julie, puis si Bruce joue son idole, ben Julie part, puis au pire. Mais sinon, c'était le plan B, c'était de mettre les votes sur Jake, puis que ce soit Jake qui parte s'il joue son idole. Puis c'était aussi le plan que, tu sais, je pense que pour Emily, un ou l'autre aurait pas été tant problématique pour elle. Fait qu'elle, c'était comme le plan parfait. Dans le pire des cas, Bruce joue son idole, joue pas son idole, puis Bruce part, victoire. Dans le pire des cas, il joue son idole, il perd Jake, puis bah, au pire, il perd Jake. Puis sinon, ben, il perd Julie, puis Julie commence à être de plus en plus vue comme une menace pour le jury. Fait que s'il décide de vraiment mettre en place le plan pour Julie, Bruce joue son idole, ou en tout cas, ils mettent un plan pour que Julie soit le plan B au lieu que ce soit Jake. Bruce joue son idole, puis c'est finalement Julie qui est idled out. C'est toutes des choses qui auraient pu se produire cet épisode-ci. Puis je pense que les trois scénarios étaient positifs pour Emily. Fait que le fait qu'elle ait créé ce scénario-là, où peu importe ce qui se passe, elle est gagnante. Puis qu'elle ait réussi à faire en sorte que le scénario qui fonctionne, c'est le scénario qui, selon sa perspective, était le meilleur. Donc, de sortir Bruce avec son idole dans ses poches. Est quand même impressionnant. Puis, je pense que ce qui marche bien dans son plan, c'est pas juste le travail et la confiance qu'elle a donné à Bruce, mais c'est qu'elle est allée voir Jake, qui était tout le temps le backup vote, puis qui allait être le backup vote ce soir-là, pour dire comme « Hey, t'es dans une drôle de position right now. Genre, qu'est-ce que tu veux faire? Parce que si tu continues à suivre les rouges pour survivre, tu vas tout le temps être le backup vote. Si ce soir, Bruce, son idole, c'est toi qui s'en va, genre, tu veux-tu faire autre chose? Fait que, tu sais, comme, déjà avec cette discussion-là, il y a eu des discussions avec Katara aussi, que Katara était down pour sortir Julie. Fait que, déjà, ce travail-là faisait en sorte qu'il y avait plus de gens qui poussaient ce plan-là. Et puis, ça donnait encore plus de confiance à Bruce parce qu'il y avait théoriquement les nombres pour le faire. Exact. Mais finalement, c'était le plan réel d'Emily était quand même de faire en sorte que Bruce ne joue pas son idole, ce qu'elle a réussi à faire. Et donc, Bruce s'est fait blindsider avec une idole dans ses poches. Puis sinon, ben, ça aurait été Jake qui serait parti, puisqu'il avait reçu les 3 autres votes si Bruce avait joué son idole. Le monde avait voté Jake? Ouais, c'était Je suis 3 certain. votes Jake, 1 vote Julie, 4 votes Bruce. Ah, La seule personne qui a voté Julie, c'est Bruce. Les ouais. 4, ben les 3. Il y a des gens du Quatuor qui ont voté Jake. Puis Ouais, c'est ça. Bruce. Il y a une personne qui a voté Bruce, puis les 3 autres ont voté Jake, me semble, puis c'était tous les anciens bleus qui ont voté Bruce. Yeah. Parce que c'était genre Emily, Jake, Katara, puis genre un autre des rouges, mais je me rappelle plus qui. Genre, un des 4. Autre chose qui est arrivée dans cet épisode-là, on a eu un autre challenge avec un reward. Oui. Donc, un reward pour le Sanctuary avec bouffe et nuit confortable, mais aussi avec les lettres de la maison. Yes, la version cheap de la Family Visit. Yes, ben, c'est ça depuis COVID Times. Donc, Emily gagne ce challenge, puis elle apporte Julie, Katara et Dee, ce qui divise drôlement l'équipe en Girls Night puis en Boys Night. Donc, du côté des filles, ça parle stratégie. On a Katara qui raconte immédiatement que le plan de mensonge de Bruce, c'est un gros scam. Donc là, il parle déjà de diviser les votes, Bruce et après ça sur Jake. Et j'ai trouvé ça très drôle, Insane. le montage. Ça cote
à un Boys Night à la montage des années 80 avec une musique un peu d'entraînement de eux qui se lâchent lousse. On a des pets, on a des rottes, ils se mettent en chess, ils coupent du bois. Ils montrent leurs biceps. C'est une Ouais, parodie de. C'était c'est incroyable. très divertissant. Ouais. C'était très drôle. un bon moment de montage. C'est le fun de voir les monteurs avoir du fun avec ce show-là. Oui, Genre, puis de faire les affaires niaiseuses comme ça. Où, techniquement, ça amène. La plus-value que ça amène au show, c'est pas tant au niveau de. Oh my god, c'est profond. Non, c'est juste fun. Puis ça nous rappelle qu'écouter Survivor, ça doit être fun. Fait que de voir Boys Being Boys avec la musique genre typique années 80, Here Comes the Boys ou whatever c'est quoi le nom de la tune, ça faisait vraiment training montage des années 80, c'était parfait, c'était drôle, ça donne la légèreté au show qui des fois a tendance à trop se prendre au sérieux. Moi j'ai vraiment aimé ça. Moi aussi. Je trouvais que c'est bien de décrocher un peu, puis il y a eu des saisons où il y avait des gros reward challenge qui faisaient en sorte que le monde décrochait. Dans ce cas-ci, c'est pas ceux qui ont gagné qui ont décroché un peu, Exact. mais ils ont décroché à leur façon. Fait que c'était bien intéressant. Moi, il y a un moment de l'épisode que j'avais vraiment hâte de parler, puis Ouais, qui découle un peu du mensonge potentiel de Bruce par rapport à son idole. Il dit à... évidemment, comme tu as dit tantôt, Bruce fait part de ce mensonge-là à Jake. Donc, il vend le mensonge à Jake en lui disant, écoute, mon idole est parti avec Julie. Jake, dans le désir de s'enlever la cible de backup du dos, puis donc, si Bruce joue son idole, c'est lui qui part, ben, il dit au rouge, Bruce n'a pas d'idole. Genre, la chasse est ouverte. Et là, en revenant du Reward Challenge, en revenant du Sanctuary, où Katura a juste révélé que c'était de la bullshit, les filles parlent de cette information-là à Austin, à Drew, etc. Et lui, il révèle que Bruce a en fait encore son idole, puis qu'il faisait juste bullshiter. Et là, t'as la confrontation qui s'ensuit entre Drew et et Jake, parce que oui. Jake avait dit à Drew que Bruce avait plus son idole, et finalement, c'est pas vrai, mais Jake le savait pas. Drew savait pas que Jake le savait pas, fait que ça a juste créé un espèce de gros moment où les deux avaient pas les bonnes... comme s'obstinaient, puis se sont vraiment pognés sur une situation créée de toutes pièces par Bruce, qui avait aucun sens à la base. Et ça donnait une des conversations les plus drôles que j'ai entendues depuis longtemps. Genre, c'est le fun d'avoir une chicane entre des joueurs qui est pas toxique non plus, mais tu vois qu'il y a une animosité, ils se picossent, ils sont fâchés l'un après l'autre, mais c'est pas... C'est juste drôle parce que t'es comme, hey man, les insultes qui se droppaient, il était comme, oh, you're the mob boss, ou how am I the mob boss? Genre la cible à chaque semaine. Puis là, il est comme, your game is donezo. Puis ça faisait tellement genre cartoonesque comme scène, mais j'adorais ça. C'est drôle parce que, tu sais, comme, il y avait de la confrontation au niveau qu'ils voulaient pas se donner toute l'information, mais les deux avaient pas eu la bonne information. Fait que c'était juste comme, Ah non, on se c'était... tire la couverte pour rien. Puis... Mais tu sais, on voit aussi que Drew, il y a aussi sa confiance qu'il suit dans cette confrontation-là, que j'étais comme, oh. Tu sais, on en parle souvent de la confiance de Drew depuis le début, tu sais, la confiance du Quatuor qui sont pleins à craquer avec des avantages. Fait que je pense que Drew a apporté ça dans cette conversation-là aussi. Mais... Ah, absolument, c'est clair. Puis je pense que les deux ont un ego, les deux essaient de protéger un peu leur position, les deux essaient de protéger leurs points puis de faire valoir leurs opinions puis puis tu sais comme clairement là le fait que le nom de Drew était ressorti, le fait que en tout cas, je sais pas, j'ai juste trouvé ça incroyable comme conversation, puis j'étais comme ça amène un peu de fraîcheur à une saison pas qu'il en avait besoin, mais qui pour moi était très bonne, mais était pas très drôle.
Non, c'est pas vrai. Elle est très drôle quand même la saison, parce qu'il y a des moments de montage qui sont assez comiques, mais comme. C'est un épisode où j'ai trouvé, avec la scène des gars qui. Boys being boys, avec cette conversation-là, que j'ai. C'est comme. Il y avait de l'intensité, mais en même temps, c'était comique parce que c'était comme un peu absurde comme chicane. Moi, pour vrai, j'ai vraiment bien aimé ça. Yeah. C'est vraiment un gros miscommunication. Ah, absolument. D'ailleurs, c'est juste comique que ça ait fini comme ça. Exact. Mais qui peut avoir quand même des répercussions sur la game going forward. Exact. Donc, ça nous apporte au Immunity Challenge. Que si on a déjà vu ce challenge, ça fait vraiment longtemps. Donc, c'est une genre de glissade à pic où ils doivent se tenir. Et on a eu un duel, encore Bruce impliqué dedans, mais cette fois-ci contre Austin. Et c'est Austin qui remporte le collier. Mais ce que je trouve plus important à discuter, c'est qu'ici, on a Katara qui est pris de panique avec le fait de tomber dans l'eau, même si elle sait nager. Ça l'a juste pris de court, puis comme Jeff y a parlé, elle a pu sortir sans se pitcher dans l'eau. Ça a fini sur un moment pour elle de sauter dans l'eau avec son équipe. C'est comme une tradition de challenge dans l'eau. Parce que quand ils ont fini, ils sautent dans l'eau puis ils nagent jusqu'au bateau pour partir. Donc, Jeff lui donne la possibilité de sauter avec tout le monde qui la côtoie depuis le début de la saison. Si elle veut confronter ça ou de simplement apporter le bateau. Puis je trouvais que c'est comme on a des beaux petits moments comme ça dans Survivor de temps en temps. Puis c'est le fun de les soulever. Puis ici, c'est comme j'étais content de voir la solidarité des gens. Puis c'est souvent ce qu'on voit à Survivor en grande majorité. La solidarité des participants et participantes. Là. Fait que c'est le fun à voir. Ouais, puis je pense que pour Katara, c'est aussi un peu un symptôme de ce qui s'était passé à la récompense où elle a reçu une lettre de sa mère de qui elle avait coupé de sa vie. Puis c'est sans rentrer dans les vies personnelles des joueurs et des joueuses, je pense que ça a été comme un moment qui l'a émotionnellement bouleversé. Puis après ça, même pas 24 heures plus tard, faut que tu fasses un challenge. T'as peut-être du stress déjà à la base. Peut-être qu'elle était juste comme confrontée à trop de choses qui généraient de l'anxiété dans le contexte en plus où Survivor est une bombe à retardement de pression puis de stress. Je pense que ça a juste comme un peu frappé. Elle a pogné comme un mur. Puis c'est. Honnêtement, moi, c'était juste. Je trouvais ça tellement triste pour elle de comme l'avoir paniqué comme ça pour à cause d'une situation qui normalement ne devrait pas la faire paniquer selon ses propres dires. Fait que tu sais, comme. C'était dommage de la voir un peu subir les conséquences d'un truc qui était comme un peu hors de son contrôle par rapport à la lettre de sa mère puis tout ça, puis j'ai comme trouvé ça dommage. Mais après ça, le fait qu'elle en soit sortie quand même positive, pardon, puis que son message était un message de plus de résilience puis d'espoir puis tout ça, je trouvais que au moins ça finissait bien ce segment-là, tu sais. Puis c'est quelque chose qu'on a vu se poursuivre après. Exact. C'est ça. Puis l'épisode suivant, on est revenu sur son histoire de vie un peu, puis c'est une crazy folle histoire. Là. Mais on va se garder ça pour le prochain. Là, mais ouais, Katara qui... Restons sur la note positive ici de Katara. Puis même à l'épisode, comme à ce que tu fais référence, le message reste quand même un message de résilience puis d'affronter l'adversité. Puis je pense que c'est peut-être le message que Katara... Puis pour moi, c'est le message que Katara doit mettre de l'avant si elle se rend à la fin. Si elle réussit à naviguer jusqu'à la fin puis à se rendre, j'avoue que pour l'instant, c'est une de celles que je pense qu'il y a le moins de chances de gagner. Ça dépend évidemment contre qui elle se retrouve, etc. Mais là, n'est pas possible. Elle a dit elle-même que comme dans l'épisode 11, où elle a dit genre, tu sais, là commence à être le moment où je sors de l'ombre puis je peux faire des choses. Fait que si elle fait ça puis elle se rend à la fin, de pitcher la résilience comme étant la force narrative la force qui a drivé sa game puis qui a drivé sa vie, je pense qu'elle a une bonne trame narrative pour le Tribal Council, le Final Tribal Council. Yes, bien d'accord avec ça. Reste à voir si elle a les opportunités aussi de le faire.
mais avec le Quatuor, qui semble vouloir être malléable, mais pas tout de suite, il y a toujours possibilité. Mhm. Donc, ça nous apporte pas mal au Tribal. Juste avant le Tribal, on a une scène une scène un peu plus émotive pour Jake, Ouais. qui est émotif par rapport à tous les mensonges accumulés. C'est sûr que là, il était pisse par rapport à Bruce qui lui a menti sur son idole. Mais ça le faisait chier. Puis au début de l'épisode, on a aussi eu une scène similaire avec Julie qui trouve ça rough de mentir autant. C'est elle qui avait travaillé pour sortir Jake. Fait qu'elle avait travaillé avec Kendra et tout. Elle lui avait donné confiance, puis finalement, c'est Kendra qui était parti. Fait qu'on voit ici que ça prend quand même son poids sur les gens de mentir. Puis on a le côté humain qui ressort un peu plus de la game. Mhm. C'est ça qui ressort beaucoup dans le Tribal Council pour moi. Jake qui parle d'insécurité, puis que comme il sait qu'il n'est pas stupide, mais de se faire mentir aussi souvent, il se sent stupide. Puis Ouais. je trouvais que c'était des bonnes conversations de Tribal Council, puis qu'il n'y avait pas de flafla autour avec des beaux proverbes à la Jeff. Là. Mhm. Euh, Ouais, c'était puis comme un bon tribal. Je trouvais qu'il, sans parler tant de game que ça, devenait intéressant parce que ça abordait plusieurs questions sur la nature de Survivor comme jeu, sur comment tu vis Survivor en tant que joueur et joueuse, puis comment plein de situations, que ce soit comme le Jake qui disait, tu sais, comme qui parlait qui faisait un parallèle avec son expérience en droit, puis comment là, est-ce que je suis assez bon, est-ce que je suis assez intelligent, est-ce que je suis capable de faire ce que je souhaite faire, puis d'amener ça, transposer ça dans la game de Survivor, où c'est vrai que tu t'es confronté souvent à ces questions-là, tu rumines, tu passes dans ta tête, tu refais tous les scénarios, puis surtout quand tu es dans une position comme Jake qui est le backup tout le temps, qui se fait mentir tout le temps, qui est la personne probablement la moins considérée dans les plans des gens, puis qui est comme un peu résiduel, ben c'est clair que ça te fesse dans ton estime, ça te fesse dans ton ego, puis ça te fait te demander, tu sais, coudonc, je suis capable de faire ça, tu sais, je suis assez bon. Puis, comme mm-hmm. tu as dit par rapport à Julie, ben c'est justement, puis j'ai aimé qu'il parlait du fait que le fait de se faire imposer le nom Mama J, c'est un peu la tâche de la mère de la tribu, la mère des jeunes bambins de la tribu. Ben c'est clair que ça a un impact sur la perception que les gens ont de Julie. Se faire mentir par une figure maternelle est beaucoup plus traumatisant que de se Mm-hmm. faire mentir par quelqu'un envers qui t'as pas ce lien-là qui te fait quasiment remplacer ta mère, tu sais. Un enfant s'imagine pas se faire mentir par ses parents. Fait que quand dans un contexte où dans Survivor où t'as pas tes repères naturels et donc tu crées des repères artificiels, ben une joueuse comme Mama J, comme Julie, devient un peu cette sorte de figure maternelle que tu t'imagines pas qu'il va jouer de manière mesquine, tu t'imagines pas qu'il va te mentir, qu'il va te trahir. Et cette étiquette-là, elle l'a jamais demandé. Mais ça a un impact sur sa game, puis c'est comment elle doit naviguer ça, puis comment ça peut impacter positivement ou négativement son jeu. Ça, c'est une conversation qui, pour moi, me fascine. Parce que c'est ça, Survivor aussi. Tu sais. Yep. C'est l'envers de la médaille les humains là-dedans, comment qu'ils vivent ça. Puis, comme tu l'as dit, c'est super intéressant. Puis, pour faire une petite parenthèse, je t'ai partagé cette semaine, je pense il y a 2 jours, là, un bribe d'entrevue de Jeff que j'avais pas vu, qui parlait de suivi de santé mentale Ouais. post-Survivor. Puis je trouvais ça intéressant. C'est pas de quoi que j'étais au courant qu'il existait. Puis je trouve que ça a vraiment sa place en 2023 là, d'avoir un suivi de santé mentale. Tu sais, ça peut être une expérience traumatisante avec la paranoïa qui est omniprésente, des trahisons, des choses comme ça, pour un peu faire le parallèle avec les discussions qu'on vient tout juste d'avoir. Mhm. Je trouve que c'est un bon truc à avoir.
Puis c'est un suivi qui est aussitôt qu'ils sortent de la game et aussi progressivement pendant quelques semaines, un mois, je ne sais plus trop, là, mais ça dure un certain temps. Fait qu'ils ne sont pas laissés à eux-mêmes pour revenir dans le monde d'aujourd'hui qui est complètement crazy. Après avoir vécu une expérience autant crazy aussi d'une autre façon. Ouais. Fait que c'est bien intéressant. Je suis curieux de savoir si ça se fait également au Québec avec Survivor Québec qui se passe à nouveau. Je l'espère, ou si ce n'est pas, mais qu'ils soient en train de réfléchir, ça pourrait être bien. Ouais, clairement. Mais oui, non, comme tu dis, je pense que le fait qu'il y ait ça, c'est un jeu qui veut pas. Survivor est une expérience qui est fondamentalement psychologique. Là. Fait que, oui, c'est un test physique, mais c'est un test aussi mental, de psychologique, comme je viens de le dire. Fait que d'avoir ce suivi-là, pour moi, c'est essentiel parce que ça a un impact sur comment tu joues la game, ça a un impact sur toi personnellement, ça a un impact. C'est comme comment tu te sens psychologiquement va avoir un impact sur comment tu joues la game. Si tu fais une position où tu es super confiant, tu es super positif, ben tu vas peut-être jouer d'une certaine manière. Si tu es déprimé, si tu le rough, ça se peut que ta combativité elle diminue. Là. Ça se peut que tu sois moins intéressé à faire des blindsides quand tu es juste tellement tanné que la vie te ramasse non-stop dans le jeu. Mais ça peut avoir un impact. Puis après ça, ben, ton résultat dans le jeu peut avoir un impact. Ou tu sais, t'as fait trahir, t'as fait blindside, quelque chose comme ça. Ça peut avoir un impact sur ta vie personnelle, sur comment tu un peu t'évalues tes relations avec les autres. Fait que, tu sais, d'avoir ce suivi-là, moi aussi, je pense que c'est une bonne chose. Yeah. Sinon, le reste des discussions, pour revenir au Travel Console, ça parle beaucoup de que A8, c'est peut-être un bon moment pour changer les Power Dynamics. J'ai de la misère avec mon chat. Il va vraiment rester sur moi. Il va rester sur moi pour la fin de l'épisode. Donc, c'est vrai ici, mais c'est un peu la continuité du plan d'Emily de mettre en confiance Bruce. De comme, hey, c'est le temps de faire un move. À 8, il ne reste pas beaucoup de monde. Avant qu'on perde le contrôle sur l'alliance majoritaire, des choses comme ça. Fait que Emily qui continue son travail, même au Trouble Council, je trouve ça bien fort de sa part. Elle reste true à son idée du début à la fin. Puis ça a marché parce que lorsqu'est venu le temps du vote, les gens sont allés voter. Bruce a voté pour Julie. Certains des rouges ont voté pour Jake, mais c'est finalement Bruce qui est parti parce qu'il n'a pas joué son idole. Fait qu'il a été berné. Le plan d'Emily a fonctionné. Et on a perdu un personnage quand même important cette saison. Je pense que Bruce, on le voyait beaucoup. Il était un sujet de conversation pour beaucoup de gens, même hors de sa tribu ou qui n'étaient pas en relation directe avec Bruce, mais jouaient leur jeu en fonction de sa présence dans la game. Fait que là, depuis l'avoir là, ben, ça va être intéressant de voir est-ce qu'il y a encore une possibilité pour les anciens bleus de survivre. Est-ce que ça va être le moment où les rouges vont commencer à se cannibaliser? Parce que là, ils sont en contrôle majoritaire numériquement parlant depuis le départ de Bruce. Mais est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que Jake et Katura ou Emily sont plus des cibles que les autres joueurs des rouges? Ça va être toutes des questions qui vont devoir être répondues par après. Il y a des questions qu'on frôle déjà le sujet. Hein? Emily qui poke. Drew et Austin, je pense qu'ils sont quand même conscients. Il y a peut-être des moves à faire au sein du Quatuor pour s'assurer une victoire. Mais ça sera discuté dans le prochain épisode. Yes! Je pense que en fait, c'est un bon segue vers la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Donc, en effet, comme tu l'as dit, on va en parler au prochain épisode. Donc, on vient de couvrir les épisodes 9 et 10. Et au courant de la semaine, ou sinon au début ou au courant du week-end, nous, on va enregistrer les épisodes 11 et 12. Nos analyses des épisodes 11 et 12 qui vont être disponibles après ça sur la chaîne. On l'espère rapidement. Et ouais, donc, non, c'est vraiment, je pense, là, il n'y a pas plus proche de la fin que ça. Là. Il reste un épisode qui va être diffusé cette semaine. Après ça, c'est la finale. Fait que j'ai super hâte de pouvoir en parler. Je pense qu'on a eu un autre bon épisode aussi
pour l'épisode 11. Fait que ça va être de le fun de combiner ça à l'épisode 12 qui s'enligne pour aussi être un très bon épisode. Et ouais, donc sur ce, moi je suis juste. Tout ce qui nous reste un peu à vous dire, c'est merci d'avoir écouté cet épisode-là. Merci d'être resté pendant la pause. On sait que des fois ça peut être long, 2-3 semaines sans vidéo, sans podcast, mais on est content d'être de retour. Et ce, jusqu'à la fin de la saison. Et pour Survivor 46 qui va commencer en février prochain. Merci d'avoir écouté la vidéo. Si vous l'avez aimé, ben c'est notre moment de nous demander, de vous demander. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter et vous abonner à la chaîne si vous voulez en voir plus. Si vous avez aimé ça, ça nous aide énormément. Puis c'est toujours le fun de savoir que vous êtes là, que vous nous écoutez, que vous supportez ce qu'on fait. Même chose pour ceux en version podcast. On vous voit, on vous sait que vous êtes là et on vous apprécie. Merci d'avoir fait d'ailleurs de notre podcast, la chaîne YouTube et le contenu qu'on fait, que ce soit moi tout seul, moi avec Chris ou sinon avec les exclus. Un de vos podcasts préférés de l'année. Les Spotify Wrapped sont sortis et de voir ma chaîne, nos vidéos, notre contenu qu'on fait avec l'équipe, avec Chris, avec Jeanne, être dans les top 5, même le podcast préféré de genre une trentaine de personnes. C'est malade. Je pense qu'on était on avait 209 top 10, 150 kicks top 5, puis genre une trentaine de top 1. C'est incroyable, c'est super le fun de savoir que des fois, c'était drôle de voir notre podcast parmi genre, il y avait du monde que c'était genre sous-écoute, genre rince crème, sexe oral, nous. Genre dans le top 5 des gens, c'était un peu absurde de voir comme avec qui on était à côté. Là. C'était comme plein de gros podcasts au Québec, puis t'avais genre ma vieille tronche de photos de profil de Spotify. C'était assez comique et assez surréel, mais merci d'ailleurs beaucoup pour tout votre support au courant de l'année 2023. J'en profite parce que c'est vu, c'est apprécié. Et ça nous motive à continuer de faire ces vidéos-là semaine après semaine. Donc voilà, c'était le mot de la fin là-dessus. Je peux laisser Chris un petit dernier mot avant qu'on ferme tout ça. Non, je pourrais pas dire un aussi bon mot de la fin. Ben alors, là-dessus, passe une belle fin de journée, belle soirée. Et nous, on se retrouve très rapidement pour les épisodes 11 et 12 de Survivor US. Prenez soin de vous tout le monde et à la prochaine. Ciao. Bye.